J'ai toujours été féministe, je le serai toujours et je le revendiquerai toujours, mais je ne suis pas non plus militante. Je suis une des personnes les plus bosseuses qui puissent connaître, etc. Mais pour autant, je suis intimement convaincue que j'ai réussi aussi parce que je viens d'un milieu bourgeois. Non, il y a des fois où ça ira pas. Et en fait, c'est au moment où ça va pas qu'il faut savoir se relever, s'épouster et continuer. On ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vouloir avoir une maxi visibilité sans devoir se prendre des haters. Ce n'est pas possible. La méritocratie, c'est cette croyance que quand on veut, on peut et que la réussite n'est conditionnée que par sa volonté propre et pas par des éléments extérieurs. Pour moi, c'est une vaste fumisterie. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast singulier. Vous la voyez à mes côtés, peut-être que vous la connaissez, Juliette Cadeau, qui est fondatrice de son agence de communication qui s'appelle comme elle d'ailleurs, Cadeau. Auparavant, en 2019, elle était en micro-entreprise, elle est passée en format agence, on va en parler, puisque justement il n'y a pas de hasard et comment la transition s'est faite. D'ailleurs, elle fête ses 3 ans récemment, donc on va y revenir. Elle accompagne les entrepreneurs sur le personal branding, sur la visibilité sur les réseaux et sur le web de manière générale. Mais on va revenir sur son histoire et comment elle est arrivée à créer cette agence. Bonjour Juliette. Bonjour Déborah, merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir depuis le temps. Oui, depuis le temps qu'on en parle. Ça fait longtemps. Avant de parler de ton parcours professionnel, j'aime bien, tu le sais, dans Singulier, parler du parcours personnel. Est-ce que la petite Juliette de 10 ans, elle pensait vraiment créer une agence de com, être entrepreneur? J'aime bien ton visage. Pas du tout, non. Je pense qu'en fait, moi, comme tous les enfants, comme beaucoup d'enfants, je voulais être vétérinaire. Moi, j'adore les animaux, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Et à 10 ans, non, j'étais persuadée que j'allais être vétérinaire. Sauf que très vite, la bosse des maths ne s'est pas déclarée. J'étais nulle et puis j'aimais pas non plus la bio, etc. Mais non, en vrai, moi, j'ai un parcours assez sinueux. Donc, je pense que ni la Juliette de 10 ans, ni la Juliette de 18 ans ne s'imaginaient qu'aujourd'hui, j'aurais lancé mon agence de com. Et encore moins tes parents. Dans quel milieu familial tu vis? Mes parents, je sais pas, en vrai, à ce à quoi ils s'attendaient, parce que je pense que, en fait, moi, j'ai toujours été ce genre de personne et d'élève, du coup, à la fois qui t'apporte de l'espoir, mais qui est assez désespérant, parce que beaucoup de facilité, aucune discipline. Donc, je faisais ce que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, le fameux problème de la bosse des maths, etc., c'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle quand j'étais en terminale et qu'à l'époque, c'était admission post-bac et non, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant aujourd'hui. Je ne peux pas. Et en fait, on devait. Je me souviens qu'il y avait un moment où la saisie des notes, c'était pas fait automatiquement. Ouais. Et je devais saisir les notes de mes bulletins de lycée. Et j'avais vu, je m'étais vraiment auto-jugée. J'ai fait putain, mais 2 de moyenne en maths, sérieux, t'abuses de ouf. Ou vraiment, et je me souviens d'un moment au lycée où. Je loupais tous les contrôles de maths parce que je voulais pas y aller, ça me saoulait. Et en fait, c'était même le proviseur qui appelait mes parents. Et c'était un lycée genre de 900 élèves. Donc, pour être spoté par le proviseur, c'était quand même que j'avais un peu poussé le bouchon. Donc, non, j'étais un peu un motif à la fois d'espoir et de désespoir parce que le reste à côté, excellentes notes sur le français, l'histoire, l'anglais, tout ce qui m'intéressait finalement. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne m'intéressait pas, c'était refus total, refus d'obstacle complet. Donc non, moi j'ai grandi dans un milieu familial un peu assez érudit quand même, assez porté sur les études, avec beaucoup de pression sur les études, notamment parce qu'il faut avoir une bonne situation, parce que mes parents viennent eux-mêmes de bonnes situations aussi. Donc il y avait quand même une espèce de pression, là où du coup, moi j'ai fait un refus complet, mais en même temps, j'étais, je crois, dans tous mes cousins, parce qu'on a de nombreux cousins, la deuxième à avoir une mention au bac. On n'est que 2 à tous les cousins d'avoir une mention au bac. Okay. Et pourtant, en fait, j'étais quand même un peu désespérante pour mes parents parce qu'en fait, je faisais ce que je veux, je voulais pas suivre ce qu'ils voulaient. En plus, je savais pas trop quoi faire. Ma mère était plutôt derrière moi, c'était plus mon père qui me foutait la pression. Mais pour le coup, c'était un environnement familial avec un rapport aux études et à la réussite sociale pas toujours très sain, mais pour le coup, ça m'a pas non plus empêché de suivre ma voie là-dessus, parce que j'ai toujours été aussi dans le côté, en fait, si tu veux, voilà ce que je veux faire. Si tu me suis, tant mieux. Si tu me suis pas, tant pis, j'irai quand même. Donc, il y avait quand même cette espèce aussi de défiance à l'autorité que j'ai toujours eue. Et on le retrouve aussi dans ta communication. Ouais, complètement. J'en ai discuté hier avec Sarah, qui est une personne avec laquelle on travaille régulièrement, qui s'occupe de la gestion administrative et RH
RH en freelance au sein de l'agence. Et pour un projet, elle me demandait quel était mon why. Et en fait, même sans le vouloir, je lui disais qu'en vrai, sur les archétypes de marque qui sont des sujets en marketing où on dit, voilà, une marque, elle peut prendre un archétype bienveillant, par exemple, si vous prenez une marque familiale, elle peut avoir un marketing plutôt rebelle comme Burger King. Moi, je me place plutôt là-dedans, mais sans le chercher non plus, parce qu'en fait, c'est juste la manière dont je suis finalement, pas pour être cool ou pour dire je suis disruptive, c'est juste en fait, j'ai toujours été comme ça. Ouais. Et comment on grandit avec ce côté rebelle en devant faire des études et en intégrant le monde du travail ? En plus jeune, franchement, ça allait sur les études. Alors en vrai, non, pour les études, ça allait jusqu'au lycée. Après, je me suis un peu... Enfin, ça, sauf en matière de maths, hein, évidemment. Mais après, pour le coup, j'ai testé beaucoup, en fait. Et c'est ça aussi où j'ai un parcours plus sinueux, c'est qu'en fait, j'ai difficilement su ce que je voulais faire. En fait, même jusqu'à découvrir la communication, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. J'ai essayé pas mal de trucs et d'ailleurs j'ai pas du tout le diplôme de mes études, c'est pour ça aussi que je suis autodidacte. Et en fait, comment ça se passe dans les études à ce moment-là ? Eh bien, j'hésitais, alors attention, grand écart, j'hésitais entre le droit et le stylisme. J'ai fait les deux. J'ai fait 1 an de droit. Et en fait, c'est là où j'ai... En fait, moi, je suis une femme de terrain. J'ai toujours été, par contre, même plus petite, moi, j'avais besoin de tester, de faire les choses. La théorie, ça me saoulait. En plus, moi, je suis hyper active, donc c'est compliqué de rester le postérieur vissé sur une chaise à apprendre, etc., et à rabâcher derrière, voilà, parce qu'on a un système qui est beaucoup... un système scolaire qui est beaucoup basé sur l'apprentissage par cœur et la restitution derrière. Et de ce fait, donc j'ai fait du droit. J'ai beaucoup aimé parce que la première année de droit, c'est 2 matières par année et 1 matière par semestre où c'est vraiment du droit pur et dur avec les commentaires d'arrêt et tout ce qu'on veut. Le reste, c'est que de l'histoire et de la politique. Tu vois beaucoup d'histoires, des histoires passionnantes. Par exemple, moi, je suis passionnée d'histoire. Par exemple, tu vois, un sujet qui est très très peu connu parce qu'on ne l'étudie pas au lycée, c'est la Commune de Paris et l'insurrection de Paris pendant la guerre avec la Prusse dans les années 1870. Et arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires. Et hop, on fait booster les commentaires. Non, je vais dire que des conneries pour ça. Et du coup, donc tu vois, donc hyper intéressant. À côté de ça, tu lis la Constitution de 58 pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ultra intéressant. Je pétais les scores aussi, pareil, en partiel 18, 19, 20 sur ces matières-là. En revanche, pareil, tout ce qui était matière logique, donc les commentaires d'arrêt, nul. J'avais 2, 5, etc. Parce que pareil, c'est une logique qui est mathématique. Ouais. Donc en fait, le droit n'était pas fait pour moi dans ce sens-là parce que j'ai tout sauf un cerveau mathématique. J'ai un cerveau en arborescence, en fait, où moi, je commence un sujet, j'en commence 6 autres en même temps. Et donc j'arrive, je me dis, c'est pas du tout fait pour moi. Et donc je me dis, vas-y, je teste les études de mode. Et là, c'était surtout parce qu'en fait, j'avais besoin de m'exprimer. Artistiquement parlant, j'ai jamais envisagé de faire des études dans la mode. Je me voyais pas styliste d'une grande maison. En plus, le milieu m'intéressait pas plus que ça, d'un point de vue de ce qu'on en dit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, concurrence, compliqué, très mal payé. Ça, par contre, il y a eu toujours un côté où, en fait, je me suis toujours dit, parce que je viens d'un milieu, je ne suis pas non plus fille d'un énorme industriel, mais disons que moi, je viens du milieu bourgeois. C'est un peu confort. Ouais, voilà, exactement. Moi, mes parents sont mon père était professionnel du paramédical, il était kiné avant d'être à la retraite aujourd'hui. Du côté de mes 2 familles, c'est beaucoup de médecins en fait en général, donc je viens de ce milieu-là, donc un milieu assez confortable. Et de ce fait, j'avais toujours en ligne de mire le fait de, on a beaucoup de problèmes dans la vie. Si l'argent ne peut ne pas en être un, c'est tant mieux. Donc j'ai pas envie en fait de me battre pour gagner 1100 balles. Je suis pas suffisamment passionnée pour ça, tout en sachant qu'en plus j'ai pas de passion prenante, parce que même quand je fais mes études de droit ou quand je fais mes études de mode, je me dis, je le fais parce que ça m'intéresse, mais je sais pas ce que je veux faire après. J'ai toujours pas ce mojo en fait de me dire c'est absolument ça que je veux faire, je veux devenir ça, comme quand j'étais petite et que je voulais devenir vétérinaire. Ouais. Et qui a duré très peu de temps du coup jusqu'à temps que je découvre vraiment les maths. Et voilà en fait du coup donc j'entre dans ces études de mode et donc en fait c'est pour m'exprimer manuellement et surtout parce que je n'en pouvais plus d'avoir le cul vissé sur une chaise. Vraiment la fac c'est dur. Hein. La fac c'est dur, faut s'accrocher. Hein. Et faut être autonome aussi. Ouais, de ouf. Ouais. Et moi je l'étais, mais en fait c'est juste que ça me faisait chier.
Tu vois, j'allais en cours, hein, même le vendredi matin à 8h, alors que tu as les soirées étudiantes le jeudi soir, etc. J'allais franchement souvent en cours. C'était rare parce que ça m'intéressait sincèrement. C'était rare quand je loupais les cours, etc. Mais pour autant, en fait, je voyais que c'était pas fait pour moi. Ce système-là n'était pas fait pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai suivi plutôt des études manuelles, en fait, pour faire un truc de mes mains, pour créer et surtout, en fait, ne pas apprendre par cœur, rabâcher. Ouais, et tes premiers jobs, du coup, tu testes un peu pour voir, puisque tu n'avais pas vraiment de motivation, d'inspiration. C'est pas comme ça. On a eu dans des invités, je vais être politicienne, je vais être, conduire des avions, steward, etc. Enfin, tu vois, comment tu as fait pour avancer? Finalement, tu allais un peu à l'aveugle. Complètement, je suis allée complètement à l'aveugle. Mais alors, les premiers jobs, moi, je différencie de deux manières. Mes tout premiers jobs, ça a été les jobs d'été. Ça, c'est ce qui te permet de mettre un pied dans le monde du travail. Moi, j'ai commencé à bosser à partir de mes 14 ans. C'est-à-dire que mes parents, bien que venant d'un milieu bourgeois, m'ont toujours appris la valeur de l'argent. Et typiquement, je voulais le dernier iPod Nano. Ils m'ont dit, tu sais quoi, tu vas te le payer. Donc, je faisais des babysitting. Après, j'ai passé mon BAFA. Donc, j'ai aussi bossé avec des enfants, etc. C'était génial. J'ai aussi travaillé. Et qu'est-ce que j'ai fait comme petit boulot? Donc j'ai fait beaucoup avec les enfants, que ce soit babysitting ou centre aéré, etc. J'ai aussi travaillé longtemps à la mutuelle étudiante. Je faisais partie de ces gens qui venaient te voir à la fac et disaient hey, salut, tu connais la mutuelle étudiante? Et franchement, c'était trop bien. Moi, j'avais kiffé parce qu'en fait, tu bossais t'étais que entre jeunes, entre étudiants. Ouais. Comme tu étais sur différentes facs dans la ville dans laquelle tu es, t'avais pas ton chef sur le dos. Et en plus, tu vois, moi, j'ai toujours eu du relationnel, etc. Donc, ça fonctionnait bien. Et j'ai fait ça comme petit boulot. Et j'ai principalement parce qu'en fait, à chaque fois, je l'ai fait plusieurs années de suite. Chaque été, tu vois, j'étais reprise et je le refaisais comme ça. J'ai travaillé dans un magasin de fringues aussi pendant les soldes, etc. Tu vois, donc ça, c'est les premiers jobs que j'ai fait entre mes 14 et mes 18-19 ans, tu vois. Et après, moi, j'ai commencé ma carrière très, très tôt, puisque donc là, ma vraie carrière, la carrière que je suis actuellement, pas les boulots d'été et de jobs alimentaires, etc., et pour se payer ses vacances, parce que en fait, les études de mode, c'est très court. Déjà, moi, j'ai commencé tôt, alors que j'avais 1 an de retard, entre guillemets, parce qu'avant d'entamer mon diplôme de stylisme, j'avais fait 1 an de droit. Et du coup, en fait, moi, j'ai commencé à bosser la veille de mes 22 ans. Donc, j'ai commencé ma carrière à 21 ans et effectivement, en fait, j'ai avancé à l'aveugle, mais c'est une opportunité, en fait. C'était une de mes amies d'enfance, d'ailleurs ma meilleure amie d'enfance que je connais depuis la maternelle, qui m'avait envoyé, qui savait que j'étais une fervente lectrice de ce magazine, c'était mademoiselle.com, et qui m'envoie l'offre d'emploi en me disant tiens, regarde, tu pourrais postuler parce qu'il cherchait une rédactrice mode. Et dans la fiche de poste, c'était marqué soit un styliste qui aime écrire, soit un journaliste qui aime la mode. Ou pourquoi pas déjà mon journaliste mode, voilà, exactement. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé écrire et donc je me suis reconnue dedans, puis j'y suis allée au culot, je me suis dit en fait, je peux pas laisser passer, j'aime trop ce magazine, j'ai essayé et j'ai été prise et je suis restée 3 ans. Intéressant parce qu'il y a plein de choses qui donnent des indices sur ton parcours aujourd'hui. Tu vois, le côté rédaction, communication. Finalement, tu dis que tu n'aimes pas les maths, mais au final, il y a quand même des règles, entre guillemets, dans les réseaux sociaux. On va en parler après. Tu restes combien de temps et comment se passe le déclic entre le salariat et la micro-entreprise en 2019? Zéro déclic, absolument pas. C'est-à-dire que... Non, mais il n'y a pas de déclic parce qu'en fait, moi, en gros, je suis restée 3 ans chez mademoiselle.com. Ensuite, je suis rentrée dans un autre grand groupe média, mais du côté, non pas magazine, mais du côté régie publicitaire. Donc là, j'ai découvert le monde des agences de communication. Ça t'a aidé à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, et c'est là que j'ai découvert mon métier d'aujourd'hui. Mais par contre, à 0 moment, j'ai eu un déclic. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me rappelle, et c'est ce que m'ont dit les filles, parce qu'on se parle, on est toujours très, très amis, que quand j'étais chez Mademoiselle, effectivement, je disais aux filles, moi, je m'en fous, un jour, j'aurai ma boîte, etc., etc. Mais 0 couille. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'as pas grandi dans un... Déjà, en fait... Il y a 2 choses. Moi, j'ai pas grandi dans un milieu entrepreneurial. J'ai grandi dans un milieu de profession libérale et c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, ce sont des indépendants. Mais il n'y a pas la même manière de développer. Et surtout, en fait, moi, je viens d'un milieu médical pur. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Et surtout, l'entrepreneuriat, c'est inventer un truc. Donc moi, j'avais ce côté-là de je veux créer une boîte, absolument, mais je trouve pas l'idée. Et du coup, je me rendais pas compte qu'en fait, ce que je savais faire, donc les boîtes de services, alors que le tissu entrepreneurial français est composé à la base, enfin même pas à la base, très majoritairement d'acteurs du secteur tertiaire, donc dans le service,
Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est inventer un truc. Ce qu'on s'imagine de l'entrepreneuriat, ce qu'on voit sur les réseaux, le côté, il a inventé, c'est le fondateur de ce magazine, de cette marque de mode, de cette marque de compléments alimentaires. Voilà, exactement. Et en plus, avec une vision pure B2C aussi, parce que pareil, le B2B, je me rendais pas compte que finalement, pour moi, c'est le plus intéressant. Mais parce que pour moi, c'est un business model qui est bien plus facile, entre guillemets. Et donc, pour moi, voilà, il y a zéro moment où je me dis, en fait, voilà, je vais me mettre à mon compte en freelance, etc. J'avais pas envie de faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait virer de ma deuxième boîte. C'est pour ça que je ne cite pas. Et en fait, je me suis fait virer en fait pratiquement du jour au lendemain, parce que contexte de rachat, et dans un contexte de rachat, tu as des nouvelles équipes qui arrivent, et les nouvelles équipes qui arrivent, généralement, c'est pas toujours le cas dans des contextes de rachat, mais ça arrive souvent, surtout dans des grosses boîtes comme ça, parce que c'était quand même un gros groupe média. Et bien en fait, t'as les nouveaux gestionnaires qui vont se dire, on va façonner l'équipe à notre image. Donc, généralement, ils gardent 2-3 profils, histoire de garder un petit noyau dur et montrer que ils sont pas totalement dans un mauvais fonctionnement à dire on vire tout le monde et on remplace tout le monde. Mais il y a souvent des têtes qui coupent. Et donc, j'en ai fait partie. Et ça a été fait un peu salement, très honnêtement. Et donc, en fait, ce qui a fait que finalement, je n'ai pas pu chercher un nouveau taf salarié. Si c'était pas arrivé, je dirais pas que je les remercie aujourd'hui, parce qu'on va pas abuser non plus, parce que ça a vraiment été assez ça a vraiment été très mal géré, que ce soit du côté des managers ou du côté des ressources humaines. C'est pour ça que j'en reviens, mais pendant un moment, je ne pouvais pas trop les encadrer, les ressources humaines. Et en gros, en fait, je me dis, j'ai pas le temps de trouver un poste, en fait. Et donc, ce que je fais, ce qui se passe, en plus, c'est qu'il y a des clients de cette agence-là qui me disent, Juliette, nous, on n'a plus besoin de toute une agence pour gérer. Par contre, on chercherait bien une rédactrice web. Est-ce que tu fais du free ? J'ai fait, ouais, maintenant, ouais. Et en fait, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de déclic. Donc, en fait, c'est juste... C'est un concours de circonstances. Exactement. Donc, en fait, me voilà comme ça. Ça, c'est une grosse caractéristique chez moi. C'est que à partir du moment où je sens bien les choses, tu me proposes un truc, je suis une yes woman. Tu me dis, ouais, tu fais du free ? Bien sûr. Et j'ai même pas créé mon statut, hein. Bien évidemment. Ouais. Donc, je te réponds oui avec beaucoup d'aplomb. Et après, je m'en occupe, tu vois. Et donc voilà comment ça s'est passé. Ouais, ce que j'aime bien aussi dans ton profil, et les personnes qui te vont découvrir vont le sentir, c'est qu'effectivement... Tu l'as dit, limite, je vends la prestation, bien sûr. Je ne sais pas la faire ou je ne l'ai pas constituée, c'est OK. Ouais. Et tu vois, ce côté... Alors, certains diront oui, mais c'est un peu du vent, c'est des faux trucs, etc. Non, en fait, tu t'adaptes au terrain. Complètement. En fait, je pense sincèrement que le business est encore plus aujourd'hui, c'est un peu du marche ou crève. Hein. Donc, si tu n'es pas capable de dire oui, je le fais, etc. Alors après, attention, hein, on parle de prestations, de communication. Donc, en plus, ça reste quand même dans mon champ de compétences. C'est-à-dire que s'il m'avait dit ouais, Juliette, tu veux pas nous créer une application ? Bien sûr. Non, c'est pas du tout dans mon champ de compétences. Mais voilà, il faut pas non plus être trop binaire dans la manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, dire oui à tout, c'est pas bon. Dire non à tout, c'est pas bon non plus. On se ferme des portes. Mais donc, oui, moi, effectivement, à partir du moment où c'est dans mon champ de compétences, tu me dis, est-ce que tu es capable de faire ça ? Bien sûr. Mais c'est comme ça que j'ai construit ma carrière, parce qu'en fait, moi, je suis une autodidacte sur la com. Je l'ai appris sur le tas dans cette agence. Et en fait, il voulait, au moment où il m'avait embauché, il cherchait un profil mi-rédactionnel, mi-communication. Ouais. J'avais qu'un seul des deux mi. Hein. Mais le deuxième le mi-communication. Tu l'as appris. On me disait, ouais, Juliette, tu nous fais une stratégie ? Bien sûr. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas me servir de PowerPoint. Il n'y avait pas de ChatGPT et Google était exactement. Un peu... Et je ne savais pas me servir de PowerPoint. Hein. Ouais. Donc, j'ai appris sur le tas. J'ai eu quelques alliés, etc., qui m'ont permis, et qui m'ont un peu grillé et qui m'ont dit, vas-y, on t'aide, etc., tu vois. Et voilà, mais pour le coup, ça fait partie de ma personnalité aussi. J'ai quand même cette caractéristique que moi, j'aime bien chez moi, qui est d'avoir du culot. Donc... Tu me dis un truc, généralement, je vais te dire oui, je vais pas avoir peur, etc. Tu vois, je suis assez tête brûlée quand même. Et ce serait un conseil que tu donnerais, parce que toi, c'est ton profil. C'est un conseil que je donne que si c'est votre profil. Voilà, c'est ça. Faut le dire, parce qu'en fait, certaines, surtout parce que des femmes vont se reconnaître, vont se dire ah bah tu vois, il faut que je sois comme ça, il faut que je m'habille comme ça, il faut que je parle comme ça.
En fait, non, parce que pour le coup, chaque personnalité. En fait, il y a toujours des. En fait, rien n'est parfait. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le fait d'être tête brûlée, ça me permet de décrocher plus vite des opportunités, etc. Par contre, ça m'a fait faire des choses trop vite, par exemple. Ça m'a fait faire des erreurs, perdre des clients, etc. En fait, c'est là où. Et là où quelqu'un de très minutieux va, à cause de son perfectionnisme et de sa minutie, peut-être passer à côté d'opportunités, mais bien les gérer derrière. Donc, en fait, il n'y a pas de situation parfaite. Il faut prendre que si ça résonne sur ce que vous êtes vous. Après, quelqu'un qui est ultra timide et qui par exemple, a 10 ans de community management dans les pattes, et je lui dis, est-ce que tu sais faire du CM sur tel sujet? Alors, peut-être que tu l'as jamais fait, et qui va me dire, oh, je sais pas, j'ai pas de clé. Là, je vais dire, non, là, il faut y aller, tu vois. Mais encore une fois, c'est dans la limite du raisonnable. En fait, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Ça, c'est un truc contre lequel je me bats aujourd'hui, que ce soit dans cette société ou sur les réseaux. On manque on a très peu de nuances en général. Donc, il faut apporter un peu de nuance, en fait. Il faut développer son culot, mais en fait, avoir que ça, c'est pas bon non plus. Et encore une fois, attention aussi, remettons les choses dans leur contexte. À cette époque-là, j'ai 25 ans. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est 2019. J'étais très jeune. Donc, moi, j'ai monté ma micro, je devais avoir 26 ou 27 ans, tu vois, parce que je suis de 92, c'était en 2019. Donc, en vrai, j'étais quand même très, très jeune, puisque, rappel, j'ai commencé ma carrière super tôt. Donc, évidemment, à 25, 26 ans, on est bien plus tête brûlée qu'on l'est à 33 ans. Ouais. C'est pas la même chose. Bah oui. Comment tu passes du statut de micro à agence? Pareil, est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a une lassitude? Ou au contraire, tu as vite compris? Il y a une lassitude. En fait, il y a pas forcément. En fait, moi, j'ai pas forcément eu de gros déclics dans ma vie, mais en fait, c'est une somme de mini déclics qui m'ont permis d'assimiler. Parce qu'en fait, comme j'ai ce côté très indépendant et très je fais ce que je veux, eh bien, je fais ce que je veux. Donc, il n'y a personne qui va me dire, qui va me faire prendre conscience d'un truc d'un coup, en fait, mais il faut que moi-même, j'assimile les trucs, tu vois. Et c'est une fois que je les ai assimilés, que je les ingurgite, je les digère, et après, je les restitue ou pas, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est plein de petits déclics du côté de ce que je voyais passer sur les réseaux, sur le fait, quand tu es un freelance, tu vends ton temps, ce qui est vrai. Et donc, en fait, au bout d'un moment, moi, j'avais beaucoup de demandes. Moi, 2019, ça a été une année assez blanche parce que j'ai repris un taf CDD parce que j'ai flippé pendant 6 mois, tu vois. Et en fait, c'est d'avoir fait ce CDD qui m'a permis de comprendre que je ne voulais vraiment plus faire ça. Tu vois, j'étais imblairable. C'est bien de le dire parce que tu vois, je pense que comme tu es très exposé, attention, parce que tu communiques beaucoup, les gens peuvent dire oh, regarde son parcours, il est parfait, il est lisse. Absolument pas. Ah non, pas du tout, au contraire. Et en fait, moi, j'ai repris un CDD pendant 6 mois et j'ai été odieuse pendant ce CDD. Et j'en ai reparlé avec la Big Boss il y a pas longtemps, avec qui j'ai déjeuné, qui m'a recontacté sur LinkedIn et je lui ai dit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai été dans un grand groupe de salles de sport qui était en pleine refonte graphique, d'images, etc. Et j'ai repris ce CDD parce que j'ai flippé, parce que j'arrivais pas à trouver suffisamment de missions, parce que le client qui m'avait suivi, finalement, il n'y avait pas tant de commandes que ça, donc j'avais du mal à joindre les deux bouts. En plus, je sors de 2 CDI extrêmement mal payés. Donc, j'ai un chômage à 1 200 balles par mois en vivant à Paris. Donc, très compliqué. Donc, il fallait très vite que j'ai pas mal de missions pour couvrir, pour aller plus loin que le chômage. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, je fais pas partie de ces entrepreneurs qui ont eu le chômage pour de lancer leur activité. Parce qu'en fait, en micro-entreprise et que tu as le chômage, c'est simple. Si tu as 1 200 € de chômage par mois, enfin, en tout cas à l'époque, je ne sais pas quels sont les changements aujourd'hui. J'ai plus été au chômage aujourd'hui, Dieu merci. Et en gros, si tu as 1 200 balles par mois de chômage, mais que tu fais 1 000 € de CA dans le mois, le Pôle emploi, à l'époque, France Travail aujourd'hui, te donne la différence, donc les 200 € qui te manquent. En revanche, à partir du moment où tu dépasses, tu n'as plus tes droits. Donc moi, tu vois, 1 200 balles, à la fois, c'est difficile quand tu débutes, et en même temps, c'est pas beaucoup pour vivre, etc. Donc, je vois passer cette offre, j'y postule, je suis prise, CDD pendant 6 mois. Et en fait, c'est là où, vraiment, dès le jour 2, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? En fait, ça te fait chier d'être dans une équipe, t'as pas du tout envie de ça. J'étais vraiment un peu dégoûtée du salariat à ce moment-là, à cause de ce qui s'était passé, du fait de mon licenciement un peu compliqué, etc. Même si les gens étaient très, très sympas et que je me suis fait des copains. Il y a pas longtemps, j'ai reparlé avec l'un d'eux sur LinkedIn, etc. Il y a plein de gens hyper sympas, mais c'est juste, en fait, c'était plus le moment pour moi. Et donc, moi, j'étais odieuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas méchante, mais je les traitais comme des clients. Alors que j'étais censée faire partie d'une équipe. Et en plus, c'est là où j'ai vraiment découvert, donc là, ça fait partie d'un premier déclic, mini déclic, de le mode agence ou indépendante me va beaucoup mieux. Je ne suis pas faite, en tout cas pour l'instant, pour aller chez l'annonceur.
J'aime la pluralité des missions parce que là, j'étais directement chez l'annonceur, donc dans une marque. Et donc là, tu ne travailles que pour une seule marque. Alors que moi, ce que j'aime, c'est la pluralité. C'est de travailler sur une marque A de 9h à 10h, puis une marque B de 10h à 11h, etc. Aujourd'hui, différentes thématiques. Ouais, moi, j'adore. J'adore, nous on est hyper éclectique en plus dans nos clients et donc moi c'est ce que j'adore. Et donc je découvre ça, donc première chose, premier déclic de ok en fait maintenant ça suffit, tu te lances vraiment à fond. Mais 2020-2021, je fais des très bons chiffres d'affaires, c'est-à-dire pratiquement au plafond de chiffre d'affaires de l'époque, donc autour des 70 000 euros, donc ce qui est très bien pour un indépendant. Et sauf qu'en fait, je lis de plus en plus de contenu là-dessus et c'est en plus au moment où je commence à être assez active sur LinkedIn, etc. Du côté, quand tu es freelance, tu vends ton temps. Et donc en fait, moi, comme j'ai beaucoup de demandes, je vois que parfois, je travaille même 7 jours sur 7. Et bon, c'est pas une vie. Donc certes, je gagne très très bien ma vie. Certes, ça décolle bien. Certes, ça fonctionne bien. Mais au bout d'un moment... je suis rentrée dans une rat race, hein. Je suis vraiment le hamster dans sa roue, etc. Donc en fait, je me dis, va peut-être falloir déléguer. Et donc, c'était ça mon deuxième déclic, c'est cette lassitude aussi d'être toute seule, et cette lassitude aussi de faire des tâches avec peu d'entrain dessus, tu vois, des petites tâches de com qui au final... Répétitives et... Voilà, tu vois, c'était moins mon kiff. Et puis en plus, surtout, là, tu vois, moi, j'ai commencé ma carrière en 2014. Donc 2019, j'ai déjà... là, je te parle de 2020, j'ai déjà 6 ans dans les pattes. 2020, 2021, 2022. En plus, l'agence, je l'ai montée en 2022. Donc, tu vois, j'ai déjà 6, 7, 8 ans de carrière dans les pattes. Je commence à en avoir marre de faire des petites tâches que tu fais quand tu es junior, mais qui sont nécessaires pour mes clients, tu vois. Ouais. Donc, je lis, alors que je suis pas très bonne en maths, mais je lis en fait qu'en toute logique, déléguer quand tu es en micro-entreprise, c'est une grosse connerie. Parce qu'en fait, en micro-entreprise, tu n'es pas taxé sur ton bénéfice comme une entreprise classique, tu es taxé sur ton chiffre d'affaires. Donc, en gros, si tu gagnes 5 000 euros pour une mission, mais que tu en dépenses 3 000 pour déléguer à une personne, tu es quand même taxé sur les 5 000 euros. Ouais. Donc, tu perds de l'argent, que ce soit URSSAF, impôts, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, je crée l'agence pour, à la base, en fait, déléguer, commencer à être soulagé, à être plus esclave complètement du temps alloué aux clients. Comment se passe la transition entre le je et le nous, puisque tu communiques plus sur toi, mais sur une équipe? Comment ça se passe et comment tu le vis? Je l'adore, moi j'adore, hein. Franchement, je le dis souvent, hein, ça, si demain moi tu me donnes tout ce que je veux en objectif de chiffre d'affaires, etc., à condition que je me retire totalement des réseaux, je vous laisse les clés sans aucun problème. Moi les réseaux sont un moyen, ne sont pas une fin, ça a toujours été, donc je le vis extrêmement bien, au contraire j'en suis extrêmement fière, je me sens absolument pas menacée par mes équipes, mais au contraire, moi si elles veulent prendre ma place, il y a zéro problème, j'ai pas de problème là-dessus. Et je passe du jeu au nous. En fait, ça est pareil, il y a eu un mini déclic un rendez-vous avec un prospect qui ne s'attendait pas à ces prix-là et qui ne s'attendait pas à ce que ce soit pas moi qui fasse la mission. Et je me suis dit, ok, il y a un truc qui déconne. Parce que là, on te voit encore comme une freelance alors que tu es passé en mode agence. Et donc, en fait, j'ai fait un switch de communication là-dessus pour qu'en fait, ce soit assimilé par les autres parce qu'en fait, ce que tu dis pas n'existe pas. Donc, en fait, en plus, moi, j'ai commencé à communiquer alors que j'étais freelance. Donc, c'est à moi de montrer que la transition a été faite. Les gens vont pas chercher pour savoir si je suis freelance, si je suis agence. À partir du moment où je mets que du jeu et que je parle pas d'agence et que je parle de ce que je fais pour mes clients, etc. Tu vois, là, dans ton introduction, tu dis elle aide les entreprises. Non, on aide les entreprises, tu vois. Moi, c'est des abus de langage sur lesquels je reprends très souvent mes équipes quand ils parlent de moi à la première personne. Je fais en fait, c'est pas Juliette, c'est l'agence cadeau, tu vois. Et donc, tu vois, c'est des micro-détails. C'est beaucoup de mini-détails et c'est les détails qui font la différence, en fait, finalement. Et donc, en fait, non, moi, j'en suis très fière et au contraire. Je vais revenir sur un point parce que tu l'as dit et j'aime beaucoup. Tu fais parcours de ce parcours un peu atypique et singulier, d'où l'invitation aujourd'hui, c'est que tu n'étais pas forcément dans la communication, tu n'étais pas dédié à ça, tu n'as pas fait des grandes écoles de commerce, de communication, etc. Et en plus, mon seul diplôme, c'est un diplôme de stylisme, alors non, les grandes écoles, c'est pas moi. C'est ça qui est juste incroyable et ça va rassurer aussi beaucoup de personnes qui vont nous écouter, et ça, c'est important. Mais en plus, tu le dis, si demain, il fallait te retirer des réseaux, tu le fais. Et je pense que 95% des personnes ne seraient pas capables ou n'auraient pas envie. Il y a ce besoin plus profond de peut-être s'exposer, ou au contraire de devoir dire « il faut que je communique pour pouvoir gagner ma vie ».
Ça, je suis d'accord. Parce que moi, c'est pour ça que je dis que les réseaux sont un moyen et pas une fin. Sans les réseaux, j'aurais pas jamais pu monter l'agence, etc. Tu vois. Et puis surtout, en plus, cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire que mes clients, mon rôle, c'était de faire en sorte qu'ils soient visibles. Et moi, j'étais totalement invisible, à part sur Malte, tu vois, donc la plateforme de freelancing. Ouais. Donc, moi, je suis plus dans la deuxième catégorie. C'est qu'en fait, c'est obligatoire aujourd'hui pour une entreprise de communiquer. Mais en fait, c'est juste que si demain, moi, tu me laisses le choix, en fait, tu me dis, Juliette, tu atteins tout de suite maintenant tes objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité annuelle, etc. Dès le lendemain, à partir du moment où tu te retires des réseaux, je me retire des réseaux demain. Ça, je n'ai aucun... Mais par contre, ça ne veut pas dire que l'agence n'existerait plus. Oui. Et donc là, moi, j'en suis à mon deuxième... En fait, c'est simple, c'est que moi, j'ai 2 phases dans mon plan. La première phase, c'était développer mon personal branding pour développer l'agence. Maintenant que l'agence est en train d'être développée, au fur et à mesure, l'agence va prendre de plus en plus de place et moi, de moins en moins. Et tu n'as pas peur que les gens te suivent plus, ne suivent plus l'agence parce que c'était toi ? En fait, dans ces cas-là, les entreprises ne résistent pas à l'épreuve du temps. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui changent de positionnement, etc. Donc non, l'idée, c'est de transmettre l'ADN. Et en fait, là, c'est un truc aussi que je veux que les gens et les entrepreneurs comprennent, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu embauches, il faut accepter que l'entreprise ne t'appartient plus totalement à toi. Peut-être sur le papier, peut-être dans les parts, etc., tout ce que tu veux, et dans les dividendes que tu touches, mais dans l'image et dans le quotidien, ce n'est plus uniquement ta boîte. Donc en fait, il faut pas avoir ce rapport très malsain de c'est mon truc, je veux qu'on... Moi, je trouve ça assez malsain parce que ça démontre pour moi un besoin de reconnaissance et un besoin de visibilité. Mais pour le coup, moi, j'ai beaucoup de vices, mais j'ai pas celui-là. Donc, pour le coup... En tout cas, tu l'as travaillé, tu l'as peut-être guéri. Non, vraiment, j'ai jamais eu. Pas. Non, j'ai jamais eu ce besoin viscéral d'être connue. En fait, en plus, je suis déjà passée par là parce qu'en fait, quand j'ai travaillé chez mademoiselle.com, on était très mis en avant, nous, la rédaction. Et donc, je l'ai vu, moi, à l'époque, mademoiselle.com, on me reconnaissait dans la rue. On m'a même reconnu dans la gare routière de La Paz, en Bolivie. Ah oui, non, mais je sortais de la douche parce qu'avec ma pote, j'ai fait un road trip entre le sud du Pérou et la Bolivie en 2016. Avec ma pote, on sort de 3 jours en bus, etc. Parce que là-bas, tu voyages en bus et puis après, tu fais ta rando, etc. Donc clairement pas de douche pendant 2-3 jours et on se dit en fait vas-y on y va, on se douche dans la gare routière parce que là on n'en peut plus, etc. Je sors avec ma serviette, mon truc machin pour relayer ma pote qui est en train de garder les sacs à dos et j'ai une meuf qui me dit excuse-moi, t'es Juliette de Mademoiselle? J'étais en mode c'est pas vrai. Pourquoi on me reconnaît ici? Et donc tu vois, j'ai eu cette exposition là et en fait à un moment j'ai tout stoppé. C'est-à-dire que dès qu'il y avait la caméra de vlog qui arrivait, je me barrais. En fait, parce que tu vois, j'ai eu un espèce de trop-plein et j'aime pas ça. Ouais. C'est pas mon truc, en fait. Je suis à l'aise face caméra, c'est pas un souci, mais je cherche pas ça. Je ne cherche pas ça. Je suis une fervente défenseuse du pour vivre heureux, vivons cachés, mais également de la fin justifie les moyens. Ouais. Là, ma fin, qui est de développer mon agence, justifie les moyens d'exposition jusqu'à ce que finalement je n'en ai plus besoin. Ouais. Les personnes qui viennent te voir, elles demandent de la visibilité. Parce qu'au départ, elles n'ont pas beaucoup de communication. Comment tu vas jauger cet équilibre entre exposition, surexposition, médiatisation et en même temps équilibre de vie ou équilibre de la personne? C'est compliqué. Hein. Très honnêtement, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Nous ne sommes personne. C'est-à-dire qu'en fait, on est connu dans un tout petit microcosme, LinkedIn, Instagram, etc. Mais en fait, moi, je me suis fait reconnaître 2-3 fois. Je me faisais plus reconnaître quand je travaillais chez Mademoiselle que maintenant. Hein. Ouais. Alors que quand j'étais chez Mademoiselle, je n'avais pas développé mon Insta et au max, j'étais à 2500 followers sur mon Insta, mon autre Insta, tu vois, le perso que j'ai gardé, tu vois, et sur lequel je me connecte plus. Mais pour le coup, non, on va remettre l'église au milieu du village. Nous ne sommes personne. On est dans un tout petit microcosme, etc. Vraiment, il y a 2-3 personnes qui sont un peu actives sur LinkedIn qui vont nous reconnaître dans le microcosme entrepreneurial et encore, ou sur Insta ou ce que tu veux. Mais je peux aller faire mes courses sans lunettes de soleil, il y a zéro problème. Hein. Ouais. Donc déjà, c'est remettre ça au milieu du village et puis après. Non, mais c'est surtout ça, c'est qu'en vrai, pour le coup, on parle de visibilité, mais on parle de visibilité dans notre niche, donc il n'y a rien d'handicapant dans la vie de tous les jours qui justifie qu'on doive faire attention à notre équilibre vie pro-perso. Mais en vrai, pour le coup, en fait, encore une fois, c'est surtout beaucoup de nuances. J'en discutais tout à l'heure avec une nouvelle cliente sur le curseur à adapter sur ses posts LinkedIn, sur le côté dévoiler son histoire avec les mots crus, et en fait... elle me dit c'est quoi le mieux pour toi? Je fais il n'y a pas de mieux, c'est en fonction de ton aisance. Donc en fait c'est toujours la même chose, c'est en fait jouer avec les jeux mais sans se trahir. C'est-à-dire qu'en fait moi personnellement
C'est-à-dire, demain, si tu me dis, Juliette, si tu te mets à parler d'argent dans ta communication et de chiffre d'affaires et à donner ton chiffre d'affaires, etc., dans ta communication, etc., et ton salaire à condition, et dans ces cas-là, tu vas obtenir 100 000 followers de plus, je ne le fais pas. Parce que je m'en fous. Parce qu'en fait, tu vois, c'est encore une fois, c'est où est-ce que tu mets ton curseur, où est-ce que tu mets tes valeurs, et en fait, c'est là où l'équilibre, il se fait. C'est que, qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire. Moi, tu vois, j'ai été prête à mettre un mouchoir sur mon envie de discrétion, et encore, tu vois, pour le coup, demande à mes équipes, mais il y a très peu de choses perso que vous connaissez de moi. Dire, tu communiques beaucoup, mais c'est pas forcément du privé. Ah bah, c'est ce que j'aime dans ta com. Bon, moi, tu as l'impression de me connaître, mais en vrai, tu me connais pas. Donc, tu vois, enfin pas toi, mais parce que nous, on se connaît maintenant. Ouais. Mais je veux dire, les gens qui me lisent, ils ont l'impression de me connaître parce que j'ai un ton assez familier, assez proche, etc. Mais par contre, en fait, il y a très peu de choses qui sont dévoilées sur moi, sur mon histoire, etc., sur mes opinions, etc. Tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est juste une question de curseur de qu'est-ce que tu es prêt à faire et à ne pas faire, en fait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent ce que tu as dit, justement, l'opposé d'être très visible, très exposé, faire des milliers de vues. C'est quoi pour toi la bonne communication ? Une définition presque parfaite, il n'y a pas de perfection, mais... Non, il n'y a pas de perfection. En fait, la bonne communication, c'est celle qui ne te trahit pas tout en te permettant d'atteindre tes objectifs, tout simplement. C'est en gros, en fait, si ton objectif, c'est d'être super connu, fair enough, et donc dans ces cas-là, il faut que ta stratégie de communication suive. Et donc là, encore une fois, qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice ? Parce que en fait, ça, c'est un truc sur lequel je veux insister. Ça vient encore avec ce sujet de nuance, c'est qu'en fait, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vouloir avoir une maxi visibilité sans devoir se prendre des haters. Ce n'est pas possible. C'est ça. Voilà. Donc, et on ne peut pas, par exemple, avoir une communication ultra prolifique qui nous permet d'avoir beaucoup de prospects, etc., d'être super visible en publiant une fois par mois. Ça n'est pas possible. À un moment, il faut être aussi lucide. Et donc, en fait, la bonne communication, c'est celle qui te permet d'atteindre tes objectifs tout en respectant ce que tu es et ce que tu fais. Donc ça dépend, mais encore une fois, qui aussi comprend les sacrifices qu'il faut. Typiquement, tu vas être ultra visible, ultra rapidement, désolé, mais soit tu es ultra prolifique et tu postes 5 fois par semaine sur plein de réseaux confondus, soit tu fais organique plus ads. Et donc, dans ces cas-là, tu lâches des ronds. Donc tu vois, c'est encore une fois, c'est en gros, c'est à la croisée des chemins entre tes objectifs, ce que tu es prêt à sacrifier en image, en temps, en argent, et également ce que tu n'es pas prêt à sacrifier, par exemple, en image, en temps, en argent. Ouais. Typiquement, en fait, si je te dis n'importe quoi, mais moi c'est un truc que je dis souvent dans mes conférences, mais si t'as pas de temps, t'as de l'argent, et si t'as pas d'argent, t'as du temps. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais t'as pas aucun budget à allouer à ta communication, tu devras y passer du temps. Parce que tu devras, et que tu as des objectifs très hauts parce que tu as besoin de décrocher des clients, dans ces cas-là, 5 posts par semaine, il va falloir y aller. Et pour le coup, mais à côté de ça, si jamais en fait, tu as du budget, mais tu n'as pas de temps et que tu veux quand même une stratégie prolifique, et dans ces cas-là, tu dois pouvoir déléguer et donc y allouer un budget. Donc en fait, tu vois, c'est la croisée des chemins entre ces 3 conditions pour moi qui font la bonne communication. C'est une communication lucide aussi. Je suis désolée, effectivement, la communication est un métier. On ne peut pas... moi, j'avais une personne qui m'avait... demandé d'être ultra visible sur LinkedIn pour 100 € par mois, je suis tu rigoles ou quoi? En fait, au bout d'un moment, c'est limite une insulte pour notre métier, tu vois. Au bout d'un moment, il faut aussi être un peu lucide sur nous. On n'est pas des bénévoles, il y en a sûrement, mais pas moi. Ouais. Et ceux qui n'ont pas d'argent, comme tu le disais, ils font eux-mêmes, même si c'est pas parfait au départ. Bien sûr. On est d'accord. C'est mieux de faire que de rien faire. Exactement, c'est toujours mieux de faire que de rien faire, comme la prospection. Au démarrage, on peut prendre ça avec tous les sujets, comme la prospection, c'est-à-dire qu'en fait, si tu as besoin d'aller décrocher des clients, etc., mais que tu ne peux pas payer un commercial, tu le fais toi-même. Si tu as besoin de mettre en place, si tu as besoin de trouver tes bureaux, mais que tu ne peux pas payer un agent immobilier pour le faire, tu fais tes recherches toi-même. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est en gros, il faut accepter. En fait, aujourd'hui, on est quand même dans une ère de l'immédiateté avec tous les Deliveroo, etc. Alors, je te dirais pas c'est mieux avant. C'est pas du tout le genre de discours que je prône, mais c'est le côté, en fait, on se rend plus compte de la valeur des choses et de surtout ce que ça coûte et qu'en fait, rien ne peut être parfait. Moi, je vois souvent des gens qui me disent oui, mais moi, j'aimerais bien avoir plein de clients. Par contre, je n'ai pas le temps de poster 5 fois par semaine. Et dans ces cas-là, soit tu renonces à tes clients, soit tu renonces à un peu de temps, etc. En fait, t'es obligé de faire un sacrifice. Malheureusement, il n'y a rien qui arrive en claquant des doigts comme ça. Aujourd'hui, trouver des clients, si tu n'es pas visible sur les réseaux, c'est impossible ou c'est possible par d'autres canaux ?
C'est possible par d'autres canaux, mais disons qu'en fait, pour trouver des clients, tu peux passer par la prospection, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut comprendre que la communication n'est pas sujet uniquement à chercher des clients directement. Ça assoit aussi une certaine autorité qui fait qu'en fait, par exemple, je te prospecte Déborah, mais quand notre premier réflexe aujourd'hui, c'est googler ou regarder les profils sur les réseaux, votre réseau préféré, mais généralement c'est Insta ou LinkedIn. Ou les vidéos. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je te prospecte Déborah, tu tapes mon nom, tu ne vois rien de moi. Bizarre. Oui, bizarre. Voilà, on se dit... En fait, c'est ça aussi, c'est que c'est de la réassurance aujourd'hui, les réseaux sociaux et la communication. Pareil, exemple tout bête, tu es en train de te balader à Grenoble, parce que c'est sur une dame grenobloise, on est lundi, parce qu'on est en France. Tu arrives devant un resto qui a l'air sympa, tu regardes la carte, ça te plaît bien. Mais il est fermé, parce qu'on est lundi. Tu vas sur les réseaux sociaux pour voir quand est-ce qu'ils sont ouverts, par exemple, et tu décides d'aller sur Instagram. Et là, tu vois pas de post depuis 2021. Qu'est-ce que tu te dis ? Il est fermé. Voilà. Et c'est en ça que la communication est importante aussi. C'est pas uniquement pour aller chercher des clients, c'est aussi de la réassurance du oui, on existe, oui, on est là, voilà nos valeurs, voilà qui on est, etc., etc. Aujourd'hui, moi, c'est un truc que je dis souvent à mes clients qui hésitent, c'est que pourquoi des marques comme McDo, Louis Vuitton, Kenzo, tout ce que tu veux, je peux t'en citer plein, Swiffer, tout ce que tu veux, continuent de communiquer alors qu'ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de clients. Pourquoi ? C'est pas pour s'amuser. Pour entretenir. Exactement. C'est là la communication, elle est importante, c'est pour rester en fait toujours dans la tête des prospects. Donc en fait, dans ces cas-là, si on regarde LVMH qui a explosé les scores de ses résultats, etc., pourquoi LVMH continue à faire des pubs pour ces différentes marques alors qu'il ne semble pas avoir besoin de clients vu les résultats financiers de l'entreprise ? Ne pas être oublié. Voilà. Comment on tient la régularité ? Tu sais, il y en a beaucoup, j'entends. Hein. Alors, moi, je fais partie des personnes qui créent beaucoup de contenu, même pas tant que ça, mais régulièrement. Donc, du coup, j'ai l'habitude et c'est intégré. Donc, c'est plus facile au bout de 16 ans, ok. Mais j'ai plein de clientes ou même de collaboratrices qui viennent et qui me disent « Ouais, ok, c'est sympa, mais quand j'ai pas le budget, bon, elles le font elles-mêmes, mais comment je peux être régulière ? Comment je peux avoir des idées ? Comment je ne vais pas me lasser de tout ça ? Comment je ne vais pas créer des automatismes ? Parce que maintenant, il y a ChatGPT. Comment on trouve un peu la bonne règle ? Il y a plusieurs questions dans ta question. La première, ça va être le chercher des idées. Premièrement, sachez que la créativité, c'est un muscle. Ça se travaille et ça s'entretient. Moi, quand j'étais en études, donc j'ai fait des études d'art puisque j'ai fait des études de stylisme, on avait entre 6 et 9 heures de cours de créativité par semaine. Et en fait, c'est parce que la créativité, ça s'entretient. C'est la créativité, donc dans les cours, en gros, on nous apprenait, via des travaux pratiques, etc., quand je te dis la mer, aller plus loin que de penser à un poisson et une plage. Tu vois ? Et en fait, c'est en ça que vous devez vous dire que la créativité, ça s'entretient. Et donc, en fait, c'est simple. Hein, plus tu écris. Plus tu cherches des sujets, plus tu en trouves. Et en fait, c'est la première chose, c'est sur les idées de sujets, c'est de tout noter. Et en fait, le fait de noter, de coucher sur papier numérique ou papier, eh bien en fait, va te permettre de pouvoir trouver de nouvelles idées. Tu vas noter une idée 1 et en notant, ça va te rappeler une situation ou tu vas en noter une deuxième, etc., etc. Donc tout noter. Et aussi, trouver tout simplement, en fait, aller chercher la mine d'or qui vous permet d'attirer des clients, vous inspirer des situations de vos propres clients. Parce que si c'est une situation que votre client a connue, forcément, votre prospect l'aura connue lui aussi. Donc ça, c'est la première chose. Pour la régularité, toujours, en fait, avancer à pas de loup. C'est-à-dire qu'en fait, ne commencez pas par 5 posts par semaine tout de suite, même si j'en parlais tout à l'heure pour le côté j'ai des objectifs hauts. En fait, c'est comme les gens qui se lancent sur tous les réseaux à la fois en se disant il faut absolument que je sois partout. Qu'est-ce qui vous empêche en fait de vous lancer d'abord sur LinkedIn et puis dans 6-9 mois, vous lancer sur Instagram ? Instagram n'aura pas explosé d'ici là. Peut-être, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura un autre réseau social. Voilà, non, dans tous les cas, il y aura. En fait, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin tout de suite maintenant d'être dessus. Donc la première chose en fait, sachez que vous êtes toujours votre pire ennemi là-dessus, c'est qu'on se dit oui, moi je vais faire 5 posts par semaine, partout, etc. Il vaut mieux commencer pour être régulier, doucement sur un seul canal. Et puis déployer petit à petit les autres ou une com plus prolifique. Par exemple, commencer par un post par semaine, voir comment on tient pendant 1 à 3 mois. Au bout de 3 mois, ok, c'est easy. En plus, j'ai pris les bons réflexes pour créer. C'est de plus en plus facile pour moi de trouver des idées, de les écrire et de les mettre en forme, etc. Donc, à 3 mois, je passe à 2 posts par semaine. Après, je passe à 3, etc., etc. Et pareil pour les différents canaux. J'ai commencé par LinkedIn.
Voilà, maintenant je le maîtrise bien, c'est de plus en plus facile là-dessus parce que comme, encore une fois, c'est le côté muscle, hein, la première fois que vous allez courir, et j'en sais quelque chose, c'est difficile, après c'est de plus en plus facile, du coup en fait tu commences par un premier canal, une fois que tu l'as bien maîtrisé, voilà, au bout de 6, 9, 12 mois, tu t'en lances sur un deuxième. Mais en fait, ce qui est l'erreur la plus répandue et la plus grosse, c'est en fait de tout faire en même temps. Donc c'est comme ça en fait qu'on se tétanise et qu'on s'auto-dégoûte parce qu'en plus, quand tu essayes d'être partout alors que tu es tout seul, en fait, tu fais un petit peu dans tous les coins, mais tu fais pas bien dans tous les coins. Donc, autant commencer tout simplement. Il y a différents canaux, comme tu le dis, d'en faire qu'un. Moi, j'ai à la fois aussi le discours de 360, partage aussi. Qu'est-ce qu'il faut choisir vraiment? C'est quoi? Le réseau social en fonction de ta cible? Non, c'est quoi qui marche? Le réseau social en fonction de ta cible et ton objectif. Oui. C'est surtout ça en fait, parce que et aussi du moment où t'en es. Je te prends un exemple d'une cliente. On a une cliente qui a une entreprise, une agence RH. Coucou Cécile, si tu regardes cette interview. Et en fait, Cécile, elle n'a pas besoin de plus de clients parce que ça tourne déjà très bien. Elle a de bons revenus mensuels, elle se structure, etc. Et tout ça grâce à sa communication sur LinkedIn, où elle est très à l'aise, tu vois, sur sa rédaction LinkedIn. Elle est venue nous voir pour qu'en fait on la développe ailleurs pour en fait étendre son message. Et en fait, sa deuxième volonté, sa volonté première n'est pas de trouver des clients. Donc en fait, on a mis de côté le côté cible en se disant ta cible est là, c'est là qu'elle va acheter, etc. Non, on a été sur Instagram, qui est un réseau sur lequel naissent beaucoup de médias, pour lancer un média dédié à son activité en fait. Ouais. Et tu vois, c'est pas forcément en fonction de ta cible, c'est d'abord en fonction de ton objectif. Est-ce que ton objectif, il est de trouver des clients ou est-ce qu'il est de développer ta visibilité? Développer ta visibilité, tu vas plutôt aller sur des réseaux avec un algorithme un peu plus fort comme TikTok par exemple, alors que si tu veux trouver des clients et par exemple tu es dans le B2B, comme nous dans le service B2B plutôt aux entreprises dans le web, etc. et autres, tu vas aller plus sur LinkedIn. Si par exemple ton but c'est de trouver des clients et tu es plutôt dans la rénovation, tu es dans le beau, le design, etc., ouais. Pinterest, tu vois, ouais. En fait c'est plus en fonction de ton objectif. En fait c'est ton objectif croisé à ta cible plutôt. Ouais. Ça, c'est intéressant de le dire parce qu'effectivement, différents canaux, différents outils. La newsletter aussi. Moi, je viens de la vieille école d'il y a 16 ans où on faisait une page de site web et la newsletter. Ouais. Voilà, c'était à l'époque. Est-ce que la newsletter revient ou finalement on l'avait un peu oubliée? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai écrit un bouquin sur la newsletter, achetez-le. Le pouvoir des newsletters, édition Vuibert, groupe Albin Michel, sorti en février 2025, achetez-le. On mettra le lien dans la description. Merci. Et donc en fait, non. Alors en gros, moi c'est ce que je dis dans l'introduction de mon bouquin justement, c'est qu'en fait, il y a un gros regain d'intérêt sur la newsletter. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans l'écosystème digital, tu as des canaux de communication directs et indirects. Canal de communication indirect, typiquement, c'est tous les réseaux sociaux. Pourquoi indirect? Parce qu'en fait, je poste un contenu, mais je ne sais pas exactement qui va le voir, qui va le commenter, même si je peux avoir quelques petites prémonitions, je ne sais pas qui va le voir, qui va le commenter, qui va le partager, etc., etc., et qui va acheter via lui. Versus, le mailing est un canal de communication direct, parce qu'en fait, je sais à qui j'envoie et je vois dans mes statistiques, est-ce que cette personne a ouvert, est-ce qu'elle s'est désabonnée, est-ce qu'elle a cliqué sur mon lien, est-ce qu'elle a réservé un rendez-vous, etc. Est-ce qu'elle a acheté un de mes produits si je vends des produits, etc., etc. Et en fait, c'est un canal c'est pas un canal qui avait disparu, c'est un canal en fait qui a toujours été très mal utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des newsletters ne font que vendre, parce qu'en fait, et surtout dans notre secteur, le B2B, les gens appliquent les symptômes du B2C sur le B2B, ce qui ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils reçoivent en tant que consommateurs, parce qu'on est tous consommateurs, des newsletters dans lesquels tu as une myriade de produits et tu me proposes de l'acheter. Très bien. Et en fait, je me dis que du coup, si ça fonctionne pour cette entreprise, par exemple Aromazone, ça fonctionne pour Aromazone, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour ma boîte? Et donc, tu te retrouves à faire des newsletters dans lesquels tu présentes tous tes services en disant achetez mon service de création de site, achetez mon service de production de vidéos, personal branding, etc. Oui, je parle de vous. Et tu vois, du coup, et en fait, finalement, les gens, en fait, ils sont pas là pour ouvrir des prospectus. Pour le B2C, c'est un peu plus vrai parce qu'en fait, là, j'ai un intérêt pour les produits, il y a plus le côté besoin. Mais quand on est sur des paniers moyens bien plus élevés comme les nôtres, en fait, tu vas être beaucoup plus malin que ça et pas te contenter d'envoyer un catalogue tout le temps. Et donc, en fait, dans le B2B, la newsletter, elle a été extrêmement mal utilisée. Moi, je le vois sur les newsletters que je reçois, où en fait,
je reçois des newsletters avec marqué, comme objet marqué newsletter numéro 26 de l'entreprise de communication numéro gna gna gna. Et en fait, sur quoi je clique ? Qu'est-ce qu'elle va me dire, moi, cette newsletter ? En fait, ça, c'est un biais très humain. C'est de penser que comme c'est nous qui l'avons produit et que nous, on sait que ce qu'on fait est bien, bah, tout le monde le sait. Ouais. Et donc, ils vont forcément acheter, puisque c'est nous. Sauf qu'en fait, on oublie complètement que tout le monde est consommateur et que personne n'en a rien à faire de l'entreprise des autres et en a à que faire de son entreprise à soi. Et tu vois, ça, c'est un biais hyper classique parce que, par exemple, les gens qui vont se lancer sur les réseaux sociaux, premier post qu'ils vont faire, c'est « Voici qui je suis, voici mes services ». Bah non, en fait, ça ne fonctionne pas. Et du coup, et après, derrière, ça crée des personnes frustrées en se disant « Non, mais la communication, ça fonctionne pas. Moi, mes posts, ils ont 0 like. Et en plus, ils m'ont apporté 0 client, etc. » Mais ça, c'est un biais extrêmement répandu. 99% des erreurs viennent de là. C'est un côté très égocentrique humain, parfaitement humain, du fait de « Moi, je sais que ce que je fais est bien. Donc, j'ai juste à vous le présenter pour que vous achetiez. » Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Personne ne nous connaît à part dans une petite niche. Mais ouais. Bon, et même quelqu'un qui me connaît, moi, demain, si je fais un post en disant « Voici nos services, achetez », je ne pense pas que ça va déclencher du prospect. Hein. Ben non. Alors que la plupart des personnes font ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils parlent de leur offre, de leurs produits, etc. Ah oui, alors qu'il faudrait parler des problématiques, enfin, interpeller le public, on est d'accord ? Exactement. Ouais, c'est ça. On a parlé de stratégie, de technique. Qu'est-ce qui te passionne dans ton job aujourd'hui, dans ton agence ? C'est quoi qui te fait vibrer, qui te fait lever le matin ? La stratégie, le commercial et le management. C'est les 3 trucs, c'est mon triptyque préféré. La stratégie, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez stratège en général et j'aime bien, tu vois, trouver la manière de, tu vois, typiquement pour cette cliente dont je te parlais, on a retourné le truc dans tous les sens avec la personne avec laquelle on fait les stratégies pour trouver la bonne manière d'aborder. Et puis, j'ai eu limite un eureka, tu vois, comme Archimède dans son bain, tu vois, sauf que je prends pas de bain. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je kiffe, c'est de débloquer les situations, trouver la bonne manière de. Et ça, c'est un truc que j'adore. Je vais te rajouter un 4e pilier qui est aussi l'accompagnement humain. Moi, c'est je suis une passionnée d'humain. Mes clients, voilà, je les adore, je les adore et en plus ils me connaissent bien. On se connaît bien. Genre, mes clients, ils peuvent m'appeler quand ils veulent sur le téléphone. Je raccroche avec certains clients en leur disant bisous, etc. Enfin voilà, tu vois, on est sur des relations de proximité assez fortes. Et moi, ça me passionne ça aussi, tu vois, d'avoir des relations pas de prestataires, mais de collaboration réelle, tu vois, même s'il y a un échange pécuniaire à la fin. Oui. En vrai, genre mes clients, ils savent ce qu'ils payent. Et ils payent aussi le fait de, dès qu'ils ont besoin, ils m'appellent, je décroche, ou je les rappelle. Ils savent qu'en fait, on est comme ça, quoi. Et on est partenaires. Et récemment, j'ai des clients qui étaient dans des difficultés, etc. Et je leur ai dit, mais en fait, on est ensemble. Je suis là s'il y a besoin. Il n'y a pas de problème. Si tu m'appelles quand il y a besoin, etc. Même pour décharger, etc. J'ai des clients qui m'appellent pour décharger, parler de leurs équipes, etc. Tu vois. Et voilà. Mais donc ça, c'est le 2e pan. 3e pan, c'est le commercial. Moi, je me suis découverte grande commerciale et j'adore ça. Et j'ai de l'adrénaline quand j'ai des devis qui signent. J'adore ça. J'adore ça. Et la 4e, c'est le management. Ça, parce que moi, j'adore encore. Ça rejoint le côté humain, mais ça, là, c'est vraiment attrait aux équipes. J'aime beaucoup voir que mes équipes sont heureuses, qu'elles s'approprient les sujets, qu'elles veulent donner le meilleur d'elles-mêmes, qu'elles aient aussi l'espace pour dire quand ça va pas, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe aussi. Et dans 20 ans, si on se projette, ton agence, tu veux qu'on dise quoi sur elle, qu'on te voit comment, et toi, t'es où ? En haut d'un bureau, dans une tour. Non, vraiment, moi, j'ai beaucoup d'ambition. Hein, donc, dans 20 ans, je pense que si je me projette et je manifeste, je touche du bois. Manifestons. Dans 20 ans, moi, on est un groupe de communication. J'ai racheté plusieurs boîtes que j'ai intégrées dans l'agence cadeau. Et en gros, on est une des plus grosses agences en France. Voilà. Communication. Ouais. C'est ça mon goal ultime, c'est celui-ci. Mais sans jamais faire de la merde ou en minimisant, parce qu'on ne peut pas éviter les erreurs. Mais en fait, tu vois, moi, c'est un post qui part cette semaine sur LinkedIn, c'est qu'en fait, je ne veux pas d'hypercroissance. Je ne veux pas que ça arrive demain, par exemple, tu vois. Parce qu'en fait, l'hypercroissance, c'est le meilleur moyen de faire de la merde avec les gens, que ce soit tes clients, parce que du coup, t'es pas... Oups, pardon. Que ce soit tes clients, parce que du coup, tu es en train de courir partout, en train d'essayer de gérer ton agence, etc. Donc, t'oublies même tes clients initiaux, ceux qui ont été là dès le départ. Et de l'autre côté, tes équipes, parce qu'en fait, tu n'as plus de temps à leur accorder. Donc, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai de très, très hautes ambitions. J'ai envie qu'on soit une des plus grosses agences de France, et peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Mais pour le coup, je ne veux pas que ça se fasse dans la douleur et les larmes, et dans le fait de renier mes valeurs et les valeurs humaines, et dans le fait d'écraser les gens, que ce soit des concurrents,
concurrent des équipes ou des clients, il en est hors de question. C'est ce que je dis souvent, et je le dis aux équipes, c'est que c'est ce que je veux, mais si ça doit me prendre 20 ans pour y arriver, ça me prendra 20 ans pour y arriver. Parce qu'en fait, je préfère 10 000 fois que ça prenne 20 ans et le faire bien en minimisant la casse avec les gens, parce qu'il y en aura forcément, malheureusement on n'est pas à l'abri d'erreurs, mais pour le coup, je préfère 10 000 fois que ça prenne 20 ans que ça n'en prenne que 5, et en fait en reniant toutes les valeurs que j'ai sur l'humain, etc. Et du coup, les mots qu'on dirait sur l'agence, ou sur toi précisément, ce seraient quoi les mots qu'on retiendrait ? Ça, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Qu'il y a du positif, de la satisfaction. Ouais, mais de la satisfaction des clients, de ce qu'on pense le public, je m'en fous complètement. À part si évidemment on est épinglé pour des raisons de harcèlement, des choses comme ça. Ça me ferait royalement chier. Après, je pense pas. Je pense pas non plus. Mais on sait jamais. On sait jamais, tu vois, parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir un très gros truc, tu peux aussi avoir des mauvais recrutements. Et donc en fait, il y a des choses qui se passent et que tu vois plus toi en tant que PDG parce que tu es plus dans ce quotidien-là, etc. On fera en sorte que ce soit pas le cas. Mais pour le coup, voilà. Mais ça, en fait, je peux plus te dire que ce que je veux pas qu'on dise de cette agence, plus que ce que je veux qu'on dise, ce serait plutôt effectivement que c'est pas. Moi, je voudrais pas qu'on soit un rouleau compresseur qui paye mal les gens et qui maltraite ses salariés, que c'est une boîte dans laquelle on reste que 1 an et on se casse tellement on n'en peut plus, etc., etc. Ça, c'est vraiment ce que je veux pas, y compris si on devient un mastodonte, tu vois. Ouais. Tu dis souvent, je m'en fiche, ça me touche pas, ça m'est égal. Comment tu arrives à nourrir ça ? C'est encore une fois ton caractère ? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui te connaissent un peu par les réseaux, qui te disent « Non, mais c'est un personnage, elle se crée. » Moi, je sais que tu es profondément comme ça, mais les personnes qui te découvrent même aujourd'hui vont dire « Ah, mais attends, j'y crois pas du tout. » N'y croyez pas, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. En vrai, non, pour le coup, moi, j'ai cette grande capacité, parce que moi, j'ai une histoire personnelle assez compliquée, de laquelle je ne parlerai pas, parce que j'ai beaucoup de pudeur là-dessus. Et je pense qu'en fait, ayant vécu des choses extrêmement difficiles, qui font partie des pires cauchemars des gens généralement, quand tu as vécu des choses très difficiles, au bout d'un moment, tu te dis qu'il n'y a rien de pire que ça. Et donc, dans le perso, on est d'accord. Ouais, dans le perso. Okay. Et du coup, en fait, tu te dis que en fait, le reste des choses a vraiment très très peu d'importance, en fait, tu vois. Donc, tu as un détachement automatique, peut-être traumatique aussi, tu vois, même si je le travaille avec ma psy, etc., tu vois. Mais tu as un détachement automatique de côté. J'en avais discuté avec ma psy, justement, parce qu'en fait, moi, j'ai vécu des décès extrêmement compliqués et des choses, voilà, comme je vous dis, qui font partie des choses où on me dit, bah oui, non, ça fait partie de mon pire cauchemar, quoi. Et en fait, ma psy m'a dit, mais enfin, et donc, je lui avais confié, hein, je lui avais dit, mais je me dégoûte parce que j'arrive pas à être touchée par le décès de certaines personnes, mais notamment des célébrités ou des choses comme ça. Enfin voilà, je trouve ça évidemment, voilà, c'est triste, mais ça me touche pas. Et elle me dit oui, mais en même temps, votre cerveau, il a intégré le fait que vous avez déjà vécu le pire, donc en fait, il n'y aura jamais rien de pire. Ouais. Et donc en fait, tu vois, ça se répercute sur toute la personne que je suis. Et donc en fait, c'est juste que ce que pensent les gens, ce qu'on dit de moi, ce qu'on pense pas de moi, le fait qu'on m'aime ou pas, je m'en fous sincèrement. Et du coup, je pense que c'est mon expérience personnelle qui a créé aussi ce détachement-là, plus corroboré à aussi un tempérament comme ça. J'ai toujours été un peu comme ça, voilà, même gamine, etc. Je m'en foutais un peu de ce qu'on pensait de moi, tu vois, voilà. Comme j'avais ce côté culot, en fait, je réfléchissais après. En fait, j'ai toujours eu ce côté sortie de zone de confort, tu vois, parce que quand j'étais petite, je faisais notamment du théâtre, etc. Et en fait, tu vois, je me posais même pas la question de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis sur scène, etc. À part évidemment à l'adolescence où c'est plus compliqué le regard des autres, tu vois, genre quand t'as 13-14 ans, le pire âge. Et du coup, en fait, tu vois, ce côté-là, j'étais en fait un peu en mode genre, j'agis d'abord et je vois les conséquences ensuite. Donc, tu vois, tu apprends à te détacher et en fait, la sortie de zone de confort est plus facile parce qu'en fait, comme tu te laisses même pas le temps d'imaginer ce que c'est que cette sortie de zone de confort, t'es déjà sorti et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si pire. Donc, je pense que c'est à la fois une expérience, c'est à la fois des traumas perso qui m'ont permis ce détachement énorme et en plus, le côté, ouais, je m'en foutis, ce que j'ai toujours un peu eu dans ma personnalité aussi. Hein. Oui, parce que chaque événement qui se passe dans ta vie vient renforcer des blessures profondes qu'on a au fond de soi. Il y a une vidéo que tu as sortie et tu as dit tout le monde devrait aller consulter un psy. Surtout les entrepreneurs, j'imagine. Tout le monde, absolument tout. Non, tout le monde, mais surtout les entrepreneurs. Oui, parce que l'entrepreneuriat, le problème, c'est que ça réveille des trucs. Ça va titiller des sujets qui sont très intrinsèquement liés à l'ego.
la visibilité, la réussite, le fait de se prendre des oui ou des non, parce qu'en fait, quand on voit des devis, on te dit oui, on te dit non. Tu vois. Donc, si tu as des choses pas réglées, tu peux te dire, si on me dit non, c'est que je n'ai pas de valeur aux yeux de la personne. On m'a pas choisi, quoi. Voilà, exactement, tu vois, le côté choisi. Voilà, donc je pense sincèrement que tout le monde doit avoir un psy en général, parce que tout le monde a des traumas, qu'ils soient grands ou petits, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur et dans les traumatismes, mais pour le coup, je pense sincèrement que c'est important quand on est entrepreneur parce que l'argent, la compétition, l'ego et aussi l'agissement des autres en face, parce que certains ont la compétition saine, d'autres pas du tout. Ça réveille beaucoup de choses, donc je pense sincèrement qu'un entrepreneur doit aller voir un psy, oui, ça c'est sûr. Ouais. On a parlé ensemble en off, mais je voudrais le partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de méritocratie. Est-ce que tu peux le définir, redéfinir pour ceux qui n'auraient pas la définition, et que tu me donnes ton avis aussi là-dessus? La méritocratie, c'est cette croyance que quand on veut, on peut, et que la réussite n'est conditionnée que par sa volonté propre, et pas par des éléments extérieurs. Pour moi, c'est une vaste fumisterie qui est... en fait, c'est une vaste fumisterie et c'est aussi beaucoup de naïveté pour moi, en fait. Et malheureusement, c'est pas regarder la réalité en face. Et moi, je ne crois absolument pas à la méritocratie. Oui, il y a des contre-exemples qui permettent d'y croire qu'on peut venir d'un milieu très modeste et réussir énormément. On parle, par exemple, de Kelly Massol. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont des existences de ce type, hein. Mais en fait, ce sont des bugs dans la matrice et comme on dit, ce sont des exceptions qui font la règle. Et en fait, tout ça, ce sont des exceptions parce que pour moi, en fait, on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Et moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que certes, je bosse comme une timbrée. Je compte pas mes heures. Je suis une des personnes. Vous demandez à mon entourage, je suis une des personnes les plus bosseuses qui puissent connaître, etc. Mais pour autant, je suis intimement convaincue que j'ai réussi aussi parce que je viens d'un milieu bourgeois et que j'ai les codes et qu'en fait je m'appelle Juliette Cadeau, je suis blanche, je n'ai jamais je n'ai jamais hésité à mettre mon nom sur mon CV parce que j'ai un nom à consonance étrangère ou j'ai jamais hésité à mettre ma photo sur mon CV parce que j'ai une couleur, je suis racisée ou j'ai une couleur de peau qui n'est pas considérée comme dans la norme, etc. La seule discrimination que je vis, c'est d'être une femme. Et donc pour moi, en fait, déjà ça, c'est conditionnel. C'est un truc que je dis souvent, c'est que la ligne d'arrivée, elle est ici. Et pour certains, la ligne de départ va être juste à côté. Et pour d'autres, elle va être bien plus éloignée. Et en fait, elle va être éloignée en fonction de différentes choses. Le genre, la sexualité, la couleur de peau, la religion, les origines sociales aussi, etc. Et donc moi, je suis assez persuadée que même si je bosse, ça ne retire pas le fait que je bosse beaucoup. Mais j'ai quand même réussi parce que je viens d'un milieu bourgeois, parce que j'ai les codes, parce que je sais parler à la fois à des patrons du CAC 40 autant qu'à un solopreneur et que cette adaptabilité sociale est aussi due à mes origines parce que je sais bien capter, etc. versus quelqu'un qui aurait dû passer sa jeunesse à essayer de survivre. Socialement apprendre. Exactement. Ouais. Moi, je suis née là-dedans, je suis née dans l'aisance relationnelle, etc. Je suis née dans la culture aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on sait statistiquement parlant que les personnes d'origine bourgeoise ont beaucoup plus accès à la culture que des personnes d'origine prolétaire ou ouvrière, etc. Et donc, moi, ça m'a permis aussi de savoir à la fois m'adapter à quelqu'un avec qui parler rap qu'à quelqu'un avec qui parler sur Mondrian et compagnie, en fait, tu vois. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté-là. Donc, moi, la méritocratie, j'y crois pas. Je dis pas qu'on peut pas réussir quand on vient tout au bas. Au contraire, et heureusement, c'est pas non plus conditionné, mais juste, en fait... difficile. Mais ce sera plus difficile. Ouais. Et surtout, en fait, moi, c'est un discours sur les réseaux avec lequel j'ai du mal parce qu'en fait, généralement, les gens qui disent quand on veut, on peut, c'est des gens qui viennent de milieux favorisés. Bah oui, mais c'est plus facile quand papa, il te donne 1 million d'euros pour démarrer ta boîte. Bah, c'est beaucoup plus facile de percer, ça c'est sûr. Quand papa, il t'a pas donné 1 million d'euros, mais qu'en fait, son réseau t'a permis de lever des fonds, c'est beaucoup plus facile. Et tu vois, après, ça veut rien dire parce que moi, je viens d'un milieu bourgeois, mais mes parents m'ont pas filé un seul rond pour ma boîte. Hein. J'ai démarré à une trésorerie à 0. Hein. Mais ton éducation faisait. Mais mon éducation m'a permis aussi d'avoir les codes, de savoir être bonne vendeuse, etc., de savoir comment m'exprimer, de bien m'exprimer, d'avoir un langage soutenu face à des personnes un peu plus âgées, etc. Tu vois, c'est des choses où, en fait, c'est encore une fois, la vie n'est pas toute blanche ou toute noire. C'est une somme de détails qui font en fait là où on en arrive. Et donc, tu vois, moi, le discours méritocratique, c'est quelque chose qui a tendance à m'irriter un peu parce que je trouve que chaque fois, il est porté par des personnes qui en fait, ne se rendent pas compte de leurs propres privilèges ou alors ne veulent pas le reconnaître. Qui vont dire, oui, mais moi, je me suis sortie toute seule, etc.
je suis désolée, mais à partir du moment où tu es une personne valide, blanche, qui est hétérosexuelle, cisgenre, qui a eu aussi, et ça, faut pas l'oublier, un environnement familial plutôt favorable avec des parents qui te soutiennent, eh bien, c'est plus facile pour une personne qui, par exemple, va être en rupture avec sa famille et a dû dormir dehors parce qu'il s'est fait virer de chez lui. Ouais. Tu vois, et donc, il y a des personnes jeunes qui ont d'autres choses à penser que de suivre ses études à HEC. Tu vois, et en fait, ça, c'est un truc. Il y a des personnes pour lesquelles suivre ses études à HEC n'est même pas envisageable. Ouais. Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie du microcosme de l'écosystème familial ou amical, etc. C'est pas pour rien qu'en fait, on voit aussi. Beaucoup de gens crient au communautarisme, mais le communautarisme, on en fait tous, parce qu'on traîne tous entre nous. C'est pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs traînent avec entrepreneurs. C'est pas pour rien que la plupart des personnes qui viennent de milieux plus défavorisés ont autour d'elles des personnes qui ont des métiers plus modestes et des personnes qui sont avocates, médecins, etc. traînent ensemble. Tu vois, il y a aussi des mimétismes de classe finalement. Donc je trouve que c'est quand même important de le dire. Après. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'accepte toutes les opinions. Moi, je n'y crois pas. Je trouve que c'est beaucoup trop facile de parler de méritocratie et c'est surtout ignorer la société dans laquelle on vit et surtout ignorer les inégalités. Et généralement, je le répète, pour moi, en fait, les gens qui sont défenseurs de ça sont des gens qui ne se rendent parfois même pas compte qu'ils sont dans la classe favorisée. En tout cas, ça va déculpabiliser beaucoup de personnes parce que des fois, on se dit, regarde, moi, souvent, je disais, si j'avais eu 100 000 euros, peut-être qu'il y a 16 ans, j'aurais créé un média, je serais allé plus vite. Finalement, bon, j'ai pris une revanche et j'ai fait autre chose. Mais bien sûr qu'il y a quand même des facilités qui sont là. Et des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs avec quelques années d'expérience qui nous écoutent vont peut-être dire, bah oui, je lâche un peu prise. Et c'est une réalité aussi. Bien sûr. Et après, j'ai souvent des gens qui me disent oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça te décourage, etc. En fait, non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner le meilleur de soi-même, mais c'est juste qu'en fait, ce n'est pas conditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais qui ne réussissent pas pour autant. Oui. Et en fait, et comme il y a des gens qui finalement font pas grand-chose et réussissent aussi. Voilà, le monde est plein de contradictions dans ces cas-là. Et en fait, la méritocratie, pour moi, c'est aussi très naïf parce qu'en fait, ça voudrait dire que si jamais tu donnes le meilleur de toi-même, ça va automatiquement arriver. Mais on n'est pas dans un Disney. En fait, c'est pas parce que tu crois très fort au fond de ton cœur que ça va arriver. Et parfois, tu vas rebondir. Ça veut pas dire aussi que tout est terminé. Il faut pas non plus être ultra pessimiste. Ça veut pas dire que si tu as un échec un jour même si tu as donné le meilleur de toi-même, ça veut dire que tu vas pas rebondir derrière, tu vois. Donc finalement, c'est juste en fait. Moi, je ne suis pas méritocrate, je suis plus réaliste comme personne et dans tous les tenants et aboutissants. Donc oui, il faut travailler dur et moi, je suis une première défenseuse du travail dur et de la discipline, mais ça ne vient pas automatiquement avec travail et la réussite ne vient pas automatiquement avec travail et discipline. Tu as parlé de la différence homme-femme dans l'entrepreneuriat. Bon, on pourrait faire dans le salariat, mais prenons l'entrepreneuriat. C'est une réalité. Il y a une différence de traitement. Bien sûr. Rien que sur les réseaux sociaux, tu le regardes. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, les peu de fois où je parlais d'argent sur mes réseaux sociaux, sans jamais dévoiler le CA, etc., où, par exemple, je parlais quand j'étais freelance, d'avoir un TJM à 200, 300, 400, 600 euros. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Moi, je me prenais des insultes que des hommes n'auront jamais. C'est-à-dire que je me faisais traiter de travailleuse du sexe, travailleuse du sexe que je respecte énormément. Okay. Parce qu'en fait, qu'est-ce que peut faire d'autre comme métier une femme qui parle d'argent? Rien d'autre. Dans la tête de certains. Et ça, tu vois, c'est des choses que tu ne liras jamais sous les posts d'un mec, en fait, tu vois. Ouais. Jamais un mec qui va parler argent, on va lui dire qu'il a vendu son corps, qu'il a ouvert un OnlyFans, que c'est un TDS, etc., tu vois. Alors qu'une femme, oui, beaucoup plus. T'as aussi les biais assez sexistes de oui, en fait, non, mais t'es pas entrepreneuse, t'es une petite freelance. T'as une petite boîte, c'est mignon ce que tu fais. Mmh. Tu vois, des choses comme ça. Et on dira pas un homme. Pardon? Et on ne le dira pas? Jamais, bien sûr que non. Non, évidemment. En fait, on est toujours moins pris au sérieux. Moi, combien de fois ça m'est arrivé dans des cercles entrepreneurs masculins, etc., d'avoir des regards d'étonnement et limite un peu de défiance et de jalousie de mecs, ou quand je disais que ma boîte se développait, que j'avais enveloppé, etc., que j'avais embauché, etc. Parce qu'en fait, les mecs étaient un peu dans la comparaison de comment une nénette arrive à faire ça et pas moi. Tu vois? Ouais. Comme pareil, sur la gestion d'une entreprise, on s'attend toujours plus à ce qu'une femme ne se paye pas ou n'ait pas une bonne gestion de son entreprise parce que les femmes ne sont pas faites pour les maths. Ça fait partie de tes combats au quotidien ou t'en as pas?
Ça fait partie de mes combats sans faire partie de mes combats. C'est-à-dire qu'en fait, oui, moi, si tu me demandes mon avis, moi, je suis féministe, j'ai toujours dit, ça fait avant même que le mot soit à la mode. Moi, je me rappelle dans les années 2010, quand on commençait à tout juste parler de harcèlement de rue, j'étais la seule de mes copines à assumer que j'étais féministe, alors que toutes l'étaient, mais juste on en avait peur parce que c'était même se mettre un gros mot sur les fronts qui faisait fuir tous les hommes. J'ai toujours été féministe, je le serai toujours et je le revendiquerai toujours, mais je suis pas non plus militante. Donc ça fait partie de mes combats, mais c'est pas non plus le socle de ma communication. Moi, encore une fois, ma communication me sert avant tout à développer mon entreprise. En revanche, tu vois, si je suis invitée dans un podcast, tu me demandes mon opinion sur la méritocratie, sur le sexisme dans notre métier, je vais pas botter en touche, je vais te dire exactement ce que j'en pense. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des mentors, des personnes qui t'inspirent au quotidien ? Ouais, alors moi, je suis généralement plus inspirée par les gens qui m'entourent que par, tu vois, je vais pas te citer des grands noms, etc. Même si, en fait, j'admire tout le monde sans admirer. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de grands noms de l'entrepreneuriat, tu vois, ceux qu'on voit sur qui va être mon associé, etc. Bien évidemment que j'admire leur parcours, je trouve ça génial. Mais je vais pas les regarder avec des étoiles dans les yeux. Pas du tout. Ouais. Et à côté de ça, je vais aussi beaucoup admirer toutes les personnes qui m'entourent, en particulier les femmes, ma mère, mes copines, etc. Tu vois, qui gèrent leur carrière et leurs enfants en même temps, etc. Tu vois. J'ai plutôt admiré ça, mes amis, voilà, je suis plutôt dans ce mood-là. Et en fait, j'ai pas forcément de mentor déclaré ou indéclaré, parce que tu sais, il y a des personnes qui vont considérer des personnes qu'ils ne connaissent pas comme leur mentor. Moi, c'est pas du tout. J'ai pas de mentor pour moi. C'est en fait, j'ai une multitude de mentors, comme j'en ai pas non plus. Tu vois, je suis un peu ambivalente là-dessus. Je vais faire le pont forcément, je suis sûre que tu t'y attends, sur l'infopreneuriat et toutes ces masterminds qui existent aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y en a des très sérieux, des moins sérieux. Moi, j'ai entendu plein de choses en 16 ans. Je voudrais bien ton avis. Elle se redresse. Je me redresse. Les infopreneurs. Ouais, en fait, moi, je les respecte, ceux qui font les choses bien, mais j'en ai marre de les suivre. Moi, j'en ai ras-le-bol de cette ambiance, justement, quand tu veux, tu peux, parce que c'est des sujets qui sont très, très souvent abordés dans la communication de ces personnes-là. Le côté, si t'as pas réussi, c'est peut-être que tu n'y es pas allé assez fort ou t'es pas allé assez loin, etc. Et le côté, regarde, hier, j'ai fait 100 000 €, etc. Dans un monde en crise, je trouve que c'est assez vulgaire. Moi, j'aime pas du tout cette communication-là. Et donc, en fait, s'ils font leur beurre de manière éthique, tant mieux. S'ils le font pas de manière éthique, là, je commence à avoir un peu plus de problèmes. Mais surtout, en fait, je ne m'y intéresse plus. Je pense que je suis un peu trop vieille aussi pour ça. Ça s'adresse beaucoup aux débutants. Et en fait, moi, je suis vraiment clairement pas la cible. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être que j'ai un détachement par rapport à ça. Mais c'est comme tout, hein. T'as des grandes entreprises qui sont de l'arnaque totale et d'autres qui sont très bonnes. Donc, tu as des infopreneurs qui sont de l'arnaque totale et d'autres qui sont très bons. Il faut faire le tri. Mais je trouve que la grande majorité partage des discours assez dangereux sur le côté, si vous ne pouvez pas vous payer ma formation, vous pouvez peut-être faire un emprunt. Enfin, pardon, mais on va pas souscrire un Cofidis pour se payer ça. Enfin, le surendettement, c'est des choses qui existent et en plus, généralement, moi, ce qui me dérange, c'est pas que les gens disent, enfin, si, c'est que les gens disent ça, mais c'est aussi le fait auprès de qui résonne ce discours. Généralement, les personnes qui sont touchées par ces discours-là et qui sont intéressées sur les infopreneurs, c'est des entrepreneurs qui se lancent, qui sont très jeunes ou qui sont en difficulté. Et donc, à ce côté, en fait, c'est ma dernière chance. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que c'est un peu de l'abus de faiblesse. Je ne les accuse pas de ça, parce que, attention à la diffamation, mais je trouve que ça peut s'attrier de l'abus de faiblesse dans certains cas, parce qu'en fait, quand on corrobore avec en fait, le profil des personnes acheteuses de tout ça, généralement, on est sur des cas soit assez désespérés, c'est-à-dire en gros, je me suis lancée, mais ça décolle pas, ou alors... je me suis lancée, ça a dégringolé et là je suis dans la merde. Et du coup, moi j'ai beaucoup de mal avec... En fait, les infopreneurs, il y en a qui, à partir du moment où vous êtes honnête et vous n'êtes pas culpabilisant dans votre com, tant mieux pour vous, allez-y. Moi je pense que c'est un business qui va s'essouffler. Je pense que c'est un business, ce que j'appelle étoile filante. Je pense que dans quelques années, on va avoir une overdose de formation en ligne et c'est déjà un peu le cas parce que quand tu regardes les commentaires sous les... C'était très tendance il y a 10 ans maintenant. C'est ça. Là c'est en train de péricliter complètement et en fait là c'est encore aussi d'avoir une très très mauvaise presse parce qu'en fait il y a des profils très très peu scrupuleux qui s'y mettent, que ce soit des anciens candidats de télé-réalité ou des arnaqueurs notoires. Donc en fait si vous le faites de manière éthique, allez-y. Moi, je vous dirais quand même d'avoir un plan B parce qu'à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Mais pour le coup, non, je suis assez méfiante
de ce secteur-là. Et faire attention au parallèle entre les masterminds ou des réseaux. Tu sais, on parlait aussi de comment trouver nos clients. Bon, il y a les réseaux sociaux digitaux, virtuels, et il y a les réseaux physiques. Et souvent, effectivement, on peut faire l'amalgame des deux, où on va mélanger effectivement du pro ou du perso dans ces réseaux-là. C'est assez sensible comme sujet. Souvent, des fois, on ne l'aborde pas. Est-ce que toi, tu recommandes des réseaux, plus ou moins? Pas du tout. Moi, en vrai, en fait, je pense qu'il y a plein de trucs dans le business que je n'ai pas encore découvert. Mais en fait, j'ai fait des réseaux d'entrepreneurs, etc. Ça m'a coûté beaucoup plus que ça ne m'a apporté. Parce qu'en fait, généralement, c'est que des gens qui veulent vendre leur popote avant de potentiellement s'intéresser à la tienne, etc. Peut-être que toi aussi, t'es dans cette démarche-là. Quand je dis toi, je parle de moi aussi. Hein. Oui. Mais voilà, franchement, moi, les réseaux d'entrepreneurs, je suis assez sceptique aussi. Je trouve que généralement, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose derrière. Je suis sceptique, mais moins que pour les infopreneurs. Les infopreneurs, c'est sûr qu'ils me verront pas dans leur... En plus, moi, c'est aussi ça. Je suis un peu méfiante sur les infopreneurs pour y revenir parce que je suis absolument pas cliente. Les formations en ligne, j'aime pas en faire, j'aime pas en suivre. Donc voilà. Mais pour le coup, non, pareil. Mais je suis moins sceptique sur les business clubs, mais j'en pense pas grand-chose, très honnêtement. Si tu avais quelques mots à dire à ton équipe qui nous écoute, Brian notamment, ou j'ai plus le prénom des... Alicia, Alma, merci. Sarah. Tu leur dis quoi? Keep going, les gars. En fait, franchement, on fait des trucs trop bien, quoi. Et, non, je suis un peu pudique, mais non, je les respecte et je les respecte énormément et je les remercie énormément de faire partie de cette équipe et de faire partie de cette aventure qui est au début et de me faire confiance là-dessus. Et je les remercie énormément pour leur implication parce que j'ai vraiment une équipe au top avec des gens qui sont humainement adorables. Il y a une super ambiance, ils s'accueillent tous super bien. Il n'y a pas de mauvaise ambiance, etc. Alors après, chacun a ses humeurs et puis il y a des moments où on peut être un peu moins avenant qu'à d'autres, hein, c'est normal. Mais en fait, dans l'ensemble, j'ai que des personnes ultra bienveillantes les unes avec les autres, même si ce mot est un peu galvaudé. Très amicale, très consciencieuse. Donc non, merci en fait. Moi, c'est ça que je veux leur dire, c'est merci. Il y a une chose que tu leur as jamais dit, que tu voudrais leur dire aujourd'hui? Non, je leur dis tout. Ah non, moi pour le coup, je suis hyper communicante, quoi. Donc la communication, c'est peut-être une des formations professionnelles chez moi, mais je leur dis tout quand ça va pas, tout, je leur dis tout. Ouais, donc il n'y a rien à changer. Rien. Si tu avais un truc à changer, rien. Il y aura forcément des trucs à changer au fur et à mesure, mais en tout cas, pour l'instant, sur la communication, non. Tes parents, ils sont fiers de toi aujourd'hui, de ce que tu as réalisé? Vous en parlez pas? Non, on n'en parle pas. Non, mais moi je trouve ça bien parce qu'en fait, pareil avec mes potes de lycée, moi je suis très pote, j'ai un gros groupe de potes de lycée et ouais, on se félicite un peu de temps en temps, etc., de ce que les uns font avec les autres, etc. Mais en vrai, moi je trouve ça bien parce que ça te met un retour à la réalité parce que encore une fois, l'entrepreneurial, le microcosme entrepreneurial, t'as vite fait d'avoir beaucoup d'entre-soi et donc beaucoup de je me sauce entre les uns et les autres. Ouais, c'est trop bien ce que t'as fait, ouais, t'as vu le chiffre d'affaires que j'ai fait le mois dernier, ouais, mais c'est malade. Et en fait, avoir des gens qui en fait t'arrivent et tu parles pas de ça, c'est génial. En fait, nous en fait on parle de tout. Parfois on parle de tout, mais sauf du taf. Ça va le taf? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, cool. T'es en rush en ce moment? Bah ouais. Voilà. C'est tout. Et donc non, moi je trouve ça bien en fait. Ça te remet les pieds sur terre. En fait, encore une fois, moi j'ai pas un comportement de fan et j'aime pas que les gens l'aient avec moi non plus. Tu vois, pour les 3 ans, j'ai reçu des super gentils messages de la part de mes amis qui m'ont félicité, etc. Mais en fait, je pourrais pas rester pote avec des gens qui me regardent d'un air pantois en me disant mais c'est génial tout ce que tu fais, etc. Non, je fais juste mon truc. Alors oui, ça fonctionne bien et j'en suis très contente. Mais en fait, je suis pas en train de révolutionner un truc. Je sauve pas des vies non plus. Donc calmons-nous 5 minutes. On remet l'église au milieu du village encore une fois. Et on reste ancré dans la réalité. Donc en fait, je trouve ça bien aussi en fait de pas avoir des gens pantois face à ce que je fais, etc. Parce qu'en fait, je fais pas grand chose, quoi. Donc ton quotidien est classique parce que tu vois les personnes un peu connues, encore une fois, dans notre écosystème à nous, on a l'impression que c'est waouh chaque jour. Pas du tout. Absolument pas, non, c'est classique, quoi. Voilà. En plus, tu vas en vélo à ton agence. Je rentre avec mon petit vélo, je retrouve mon mec, mon chat, je me fais mes petites courses, mes machins, mes trucs. Ouais, non, par pitié, quoi. Enfin, je suis absolument personne, vraiment. Je le dis sincèrement. Est-ce qu'il y a une chose que je t'aurais aimé que je te pose, une question, tu vois? Bah non, parce que je trouve que tu as de très bonnes questions, au contraire. Donc non, moi je suis... tu sais, moi je suis une éternelle satisfaite. Il y a des éternels insatisfaits. Moi, je suis une éternelle satisfaite de, en fait, je prends ce qu'on me donne. Et tu m'as donné ça, c'est ce que je prends. Et jamais je te dirais, j'aurais aimé que tu me dises ça. Non. C'est assez rare quand même. C'est assez rare. Ouais. La Juliette de 2019, tu penses qu'elle a fait un bon choix
Elle a plus de cheveux blancs maintenant, mais ouais, bien sûr, évidemment, oui, bien sûr, oui, ça c'est la voie qu'il me fallait. Après, j'exclus pas de retourner dans le salariat un jour, peut-être, moi j'exclus rien. Ok. J'exclus jamais rien. En fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Oui. Donc, je trouve qu'en fait, il faut éviter d'avoir des opinions trop arrêtées sur des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser. De type, par exemple, râler parce qu'il pleut. Tu vois, voilà, il pleut, c'est comme ça, on ne contrôle pas la météo. On fait une prière au dieu de la pluie. et comme, en fait, tu vois, en fait, je ne sais pas de quoi demain est fait. Est-ce que peut-être je revendrai ma boîte, peut-être que je rentrerai dans le salariat, etc. Donc, ouais, la Juliette de 2019, elle a bien fait, mais en même temps, si tu me demandes... en fait, si j'étais dans un autre... En fait, ça, c'est une autre de mes philosophies, c'est pas de regret. En fait, si j'en suis là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses qui ont été mises sur mon chemin, c'est l'effet papillon qui a fait que... Et donc, en fait, c'est que les choses devaient se passer comme ça. T'as capté les opportunités, quoi. Donc, en fait, oui, je la remercie, bien sûr, mais je ne suis pas plus fière que ça, dans le sens où en mode, je suis trop fière de ce qu'elle a accompli. Si, je suis fière de ce que j'ai accompli, mais pas, en fait on n'a rien provoqué en soi, en fait, tu vois. C'est-à-dire que on a suivi, en fait, les cailloux du petit poussé au fur et à mesure, et on a construit au fur et à mesure. Donc, c'est ça qui a fait que, mais en soi, elle n'a rien fait de ouf, tu vois. On s'est lancé en freelance, ça fonctionne, voilà. Pour combien de temps, je ne sais pas, on verra. Ouais. Puis la petite Juliette qui voulait être vétérinaire, elle est loin. Hein. Heureusement qu'elle n'a pas fait vétérinaire, j'aurais eu du mal à soigner les animaux. On a dit les maths, c'était pas ton truc. Ouais, non, puis même en plus, tu vois, je suis trop sensible, voilà, tu vois, donc je travaillerais plus dans un refuge. Mais oh non, écoute. Qu'est-ce que... Non, ouais, je pense qu'elle serait contente, tu vois, ouais, franchement. C'est pas des questions que je me pose, moi, tu vois, ça, c'est genre de choses. Je sais. Ouais. C'est pour ça que je fais ça. J'aime bien laisser le mot de la fin à mes invités. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Un coup de gueule, un conseil, une pensée? Non, le coup de gueule, je pense que je l'ai fait. Tu l'as assez fait pendant 1 heure. C'est bon. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Non, c'est une bonne question, en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, c'est surtout, en fait, Suivez votre chemin, mais surtout, en fait, n'oubliez jamais les sacrifices que ça implique. C'est-à-dire que moi, c'est un truc sur lequel je veux insister, c'est que je suis pas... C'est marrant parce que ça peut être un peu dans la dichotomie avec mon discours anti-méritocratique, mais en fait, il faut savoir sacrifier des choses pour en arriver là où on veut. Moi, si j'en suis arrivée là, c'est que j'ai sacrifié beaucoup de choses, de type du temps, de l'énergie, voilà, au bout d'un moment, j'ai bossé, et je bosse parfois encore 7 jours sur 7, etc. Et en fait, moi, je vous encourage à suivre la voie que vous avez envie de suivre, mais tout en acceptant foncièrement que tout ne sera jamais parfait et qu'en plus, il y aura forcément des difficultés et c'est là où vous verrez si c'est vraiment votre voie ou pas. Parce qu'en fait, si on s'arrête à la première difficulté, c'est que finalement, c'était pas fait pour nous. Donc en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'il n'y a rien qui est parfait. Et en fait, il faut avoir de la résistance aussi et savoir se dire, OK, je continue, même si ça fonctionne pas pour l'instant, demain, il fera jour. Et du coup, c'est en fait Et c'est là où je parlais de la naïveté du discours méritocratique, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de naïveté dans le côté aussi, ça ira toujours. Non, il y a des fois où ça ira pas. Et en fait, c'est au moment où ça va pas qu'il faut savoir se relever, s'épouster et continuer. Et donc, en fait, c'est là où j'attire votre attention, c'est plutôt sur le côté, en fait, on n'a rien sans rien. Il faut savoir aussi faire des sacrifices et savoir aussi se dire, demain, il fera jour. Aujourd'hui, ça va pas, mais demain, il fera jour. Merci pour cet échange profond. Avec plaisir. Comme on l'a fait. On mettra toutes les informations en description, bien sûr. J'indique toujours à nos auditeurs de venir réagir parce que sur YouTube, effectivement, il faut venir engager en format court, si on nous récupère aujourd'hui. Et puis nous, on pourra se retrouver peut-être un prochain épisode. Pourquoi pas? On ne sait pas. Avec plaisir. Dans le hasard de ton évolution, dans 20 ans, on fera le bilan. On fera le podcast. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode tous les 15 jours. Vous retrouvez l'épisode, n'hésitez pas à partager sur toutes les plateformes. Et on se dit à très bientôt, Juliette, et à tous les auditeurs. Merci Déborah, à bientôt.